3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Édouard. Arnaud Faller nous accompagne, directeur général adjoint, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à François Rimeux d'être également à nos côtés. Bonsoir François. Bonsoir Vous êtes Grégoire. stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Évacuons, si on peut le dire ainsi, le sujet de la réserve fédérale américaine. Non pas que ce soit un petit sujet, mais qu'est-ce qui va fonder, François, la décision de la semaine prochaine du côté de la Fed? Quelle est la communication qui va envelopper cette 3e baisse de taux consécutive que tout le monde attend désormais? Et puis, de manière un peu plus prospective, comment va fonctionner la fonction de réaction de la Fed l'année prochaine? Et est-ce que la nomination possible ou probable de Kevin Hassett peut poser problème? C'est une question longue finalement. Oui. Alors pour la décision de la Fed, il n'y a absolument aucun doute. La Fed, de toute façon, quand c'est pricé par le marché, elle exécute toujours ce que le marché price. Elle ne veut pas surprendre, donc la baisse de taux, elle est quasi faite. La question intéressante, ça va être de voir comment se séparent les votants entre ceux qui ont a priori changé d'avis, comme Williams ou Daly, après le chiffre du chômage d'il y a une dizaine de jours. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, ça va être de regarder quel est le wording de Jérôme Powell. Et bon, il va sûrement nous ressortir le même wording que d'habitude. Ça ne présage rien de l'avenir, ça dépendra des données, etc., etc. Donc la BCE nous raconte la même chose à chaque fois, elle aussi. Donc on verra. Et de toute façon, ce qui compte le plus pour le marché aujourd'hui, c'est sans doute pas ça, mais c'est ce qui va se passer effectivement une fois Jérôme Powell parti de la Fed. Et donc quid de la nomination potentiel de Kevin Hassett ou de Waller l'année prochaine, en fonction de qui on écoute. A priori, Hassett est le grand favori aujourd'hui. Et quelles sont les implications de ça? Ce qui est étonnant, c'est que le marché... Un profil qui inquiète, c'est ce que je voulais raconter. Dans ce grand papier du Financial Times, beaucoup d'investisseurs obligataires de poids sont allés discuter avec le Trésor américain pour partager les inquiétudes qu'ils avaient concernant la nomination possible d'un Kevin Hassett. Ils ne veulent pas un président de la Fed qui serait aveuglé par l'idée de baisse de taux, y compris dans un contexte où l'inflation, pourquoi pas, repartirait. Elle est toujours à 3% aux États-Unis aujourd'hui. Et c'est logique de leur point de vue. Ils ont évidemment peur d'une pontification des courbes, évidemment peur d'une hausse des primes de terme qui serait liée à une politique trop accommodante alors que l'inflation est trop élevée et que la croissance tient. Donc c'est logique de leur point de vue. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé sur la courbe américaine depuis le début de l'année, on a quand même un petit peu de marge. C'est quasiment le seul endroit dans les pays développés où on a eu des taux longs qui sont en baisse depuis le début de l'année. Donc on a un peu de marge par rapport au niveau qu'on peut juger comme dangereux. On est à 4,5, 4,10 sur le 10 ans US. Il y a de la place pour que ça se repentifie sans que le monde tremble. 4,40, 4,50, ce ne sera pas un drame. Si on vaut 4,70, 4,80, ça peut commencer à piquer un peu, avoir un impact sur les autres classes d'actifs. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour le moment, même si Hassett semble être le call le plus probable pour le marché, pour le moment, on voit les courbes ne réagissent pas, malgré effectivement les craintes des grands investisseurs obligataires. Donc pour le moment, ça a l'air d'être plutôt bien pris, ou alors on n'y croit pas vraiment, on attend de voir, finalement il n'a qu'une voix, ça ne présage pas de ce que fera vraiment la Fed. Mais c'est un risque, mais c'est peut-être pas aux États-Unis que le risque est le plus prégnant aujourd'hui en termes de pontification de courbe ou de risque sur les parties longues de courbe. Vous pensez à quelle zone alors le Japon, évidemment, ça se pontifie très fort. Même en Allemagne, ça se pontifie plus fort. En Australie, ça se pontifie beaucoup plus fort depuis quelques mois. C'est pas aux États-Unis où le risque est le plus fort aujourd'hui. Et en plus, ils ont beaucoup d'outils pour contrôler ça s'ils en ont vraiment besoin. Mais c'est évidemment surveillé, c'est la courbe US. On va revenir, alors, le Japon bien sûr, mais l'Australie aussi, visiblement, est un endroit où le marché obligataire est assez animé depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. Sur la stratégie de la Fed en 2026 et l'idée qu'il va falloir intégrer une dose de politique aussi dans les anticipations de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, ça va bruiter encore un peu plus les choses, Raphaël? Bruiter les choses, c'est sûr, et Dieu sait qu'elles sont déjà très bruitées. On se surprend de voir l'incertitude permanente dans laquelle les investisseurs sont plongés vis-à-vis de cette politique monétaire. En novembre, on a tous vu comment en quelques minutes, les anticipations de baisse de taux ont complètement basculé. On s'attendait pas de baisse de taux mi-novembre, il y avait 25%, je crois, d'anticipation sur une baisse de taux. On est passé quasiment du jour au lendemain sur un discours de Williams à 75, 80, 100%, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre un petit peu cette politique de la Fed qui est très omnubilée par la donnée, qui est court-circuitée par le politique et qui ne donne aucune visibilité long terme. Donc là, on se rassure un peu côté marché en se disant que finalement, les prochains événements seront assez accommodants, assez dovish. Baisse de taux en décembre, c'est une bonne nouvelle en théorie. Là, l'élection de Kevin Hassett,
qui a priori lui-même est très dovish, ou en tout cas le sera par force et contraint, c'est probablement une bonne nouvelle aussi. Le retour du QE, ou en tout cas la fin du QT, tout ça fait penser qu'effectivement, on peut s'orienter vers un cycle de baisse de taux. Il y a peut-être une forêt derrière cet arbre. Peut-être que ce discours-là, il est déjà bien dans les prix. On sera très curieux d'écouter Jérôme Powell le jour J. Il va falloir quand même qu'il donne des gages à la partie hawk de son conseil. Et peut-être que, non pas via les taux, mais via son discours, il va commencer à expliquer au marché que finalement, on n'est peut-être pas si loin d'en avoir fini, qu'on va avoir du mal à s'engager sur plus. Aujourd'hui, le marché anticipe 4 baisses de taux sur les 12 prochains mois. C'est beaucoup. Et peut-être que de ce point de vue-là, le discours sera peut-être moins bien reçu que l'annonce de la baisse de taux en soi. On a parlé de la pontification de la courbe. Effectivement, il y a de la place aux États-Unis pour que ça pontifie. Probablement que la nomination de la Fed sera un événement de pontification. Et là encore, c'est pas nécessairement quelque chose qui va dans le sens des investisseurs, à première vue en tout cas. On peut même parler des tarifs. Les tarifs, eux aussi, ils ont cet impact sur l'inflation important. On a toujours cette conversation, cette incertitude autour du fait qu'ils soient légaux, qu'ils puissent être maintenus dans le cadre d'un jugement de la Cour suprême. Tout ça sont des événements finalement moins dovish, qui ne sont pas exactement pricés. Donc, on va regarder ça avec attention, mais effectivement, aujourd'hui, le discours est parti dans un sens et il y a de la place pour être surpris. Globalement, qu'est-ce que vous attendez de la macro américaine l'an prochain ? Est-ce que c'est une économie qui va finir par ralentir ? Ou est-ce que, entre une politique monétaire qui pourrait aller à un moment peut-être jusqu'en territoire d'accommodation, une politique budgétaire qui pourrait se retrouver délivrée aussi d'une certaine manière, avec un jugement de la Cour suprême qui permettra à Donald Trump, par exemple, d'utiliser la manne des tarifs pour stimuler à nouveau le consommateur ? On se dit que ça peut donner aussi quelque chose d'explosif d'un point de vue macro. Sur la macro, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de signaux dramatiques d'un ralentissement qui pointerait son nez. On voit effectivement quelques signes de tension. Tout le monde parle du cas et de l'économie en cas à juste titre. Et effectivement, chez le consommateur le moins fortuné, chez certaines entreprises mal positionnées sectoriellement, on voit effectivement des signes de stress. On les voit dans les cours, on les voit dans les dossiers de dette, par exemple, qu'on peut financer parfois. On le voit dans les chiffres de la consommation. Mais au-delà de ça, si vous prenez la photo globale, la photo, elle est très satisfaisante. Donc, un trou d'air économique, peut-être pas, probablement pas. On est plutôt attablé sur une forme de réaccélération. On ne sera pas sur une année spectaculaire en termes de croissance, probablement. Il va falloir aussi avaler peut-être le ralentissement de l'IA, qui a tiré très fortement non seulement les marchés, mais l'économie aussi. Mais globalement, pas de raison aujourd'hui d'agiter les drapeaux rouges. Et peut-être même une surprise à la hausse. Ça peut être même un risque pour 2026. C'est que finalement, via une forme de ralentissement du discours autour des tarifs. Moins de radicalité de ce point de vue-là. Moins de radicalité, peut-être des bonnes surprises économiques. On pourrait voir cette économie réaccélérer, donc pas de gros points d'inquiétude. C'est quoi les risques à la hausse, à la baisse qu'on a sur l'économie américaine l'an prochain, Arnaud ? Il nous semble que là, la Fed elle va se concentrer encore plus sur le marché du travail que sur l'inflation. En gros, le 3%, il est là. On ne voit pas l'inflation d'autant plus. Le point d'arrivée, 3% ? L'inflation, ouais, d'autant plus que l'énergie, elle est très, très sage. Et franchement, on le voit bien depuis quelques temps. En revanche, le marché du travail, il y a des signes de faiblesse et que l'anticipation du point d'atterrissage de la Fed, ce sera ça le point clé. C'est évidemment en décembre, c'est la clé. C'est à combien on va s'arrêter le point terminal. Entre 3 et 3,10 là. Il nous semble que ça, c'est totalement compatible avec un marché du travail qui va continuer à ralentir. Ouais. Les derniers chiffres du marché du travail ont été perturbés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu les chiffres. Il faut juste se rappeler que le shutdown a tout décalé. Pour autant, toutes les enquêtes intermédiaires montrent que c'est assez fragile. C'est indépendamment du fait d'une intervention politique sur les membres de la Fed. Naturellement, il y a la place pour baisser les taux. Alors, pas à 0, évidemment, comme avant, mais pour autant, baisser à 3. Jérôme Powell, est-ce qu'il va peut-être continuer de faire sur les prochains premiers meetings de 2026 ? Exactement. Donc, on est très confortable avec cette anticipation à 3. Certes, la Fed pourra être un peu divisée. On l'a vu, là, ça a basculé un petit peu entre les hawkish et ce qui est assez rare dans l'histoire, malgré tout. Ah oui. Mais bon, on verra la semaine prochaine quand ils vont baisser, mais on verra si c'est à 8,4 ou 7,5 ou un peu plus.
Pour autant, on est assez confort avec, encore une fois, une baisse vers les 3. Alors, pas de jumbo cut pour autant, hein, pas de baisse à 50 BP, hein, donc c'est plutôt le rythme classique, mais on est assez confort. Alors maintenant, concernant Kevin Hassett, il viendra effectivement avec une pression, c'est évident. Il est marqué comme dovish et il sera dovish, c'est évident. Pour autant, encore une fois, le fond de la décision, ça incite à des baisses de taux. Donc, le pire, ça aurait été que... on partage pas trop l'inquiétude sur le très long terme. On verra. Il y a toujours la possibilité, vous avez raison, il y a toujours la possibilité, malgré tout, on sait qu'on a l'arme du QE, in fine, s'il y a une dérive. À la façon Liz Truss, côté anglais, vous vous rappelez que malgré tout, les banquiers centraux, ça, hein, on a quand même, ils ont l'angoisse extrême, c'est évidemment quand les courbes dévissent à fond. Mm-hmm. Et de manière incontrôlée, hein, c'est pas 5 BP tous les 15 jours. Donc, il nous semble que, oui, c'est conforme le scénario des marchés à 3% en fin d'année et que c'est pas la source d'inquiétude première pour les marchés 2026. J'entends. Hein. Bon. Qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire que la courbe de taux a déjà bien intégré tout ça et que cette courbe de taux américaine... Parce qu'il y a eu énormément de volatilité sur les taux américains en première partie d'année, mais ça s'est beaucoup calmé depuis. Et c'est vrai que là, la volatilité... Le move est quand même beaucoup retombé. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a la place pour une pontification. C'est-à-dire qu'on aurait été dans une pente on a une coupe bien plus pentue, on aurait pu commencer à s'inquiéter, mais là, c'est pas très. Là, passage de 4 à 4,5, c'est évidemment pas en un jour, mais sinon, ça va encore. Il y a de la place. On n'est pas le scénario des 5 et nous paraît très peu probable. Mais ça veut dire que les stratégies de repentification, restent en place. On n'est pas encore allé acheter de la duration ou non. du très long. Nous, on préfère évidemment les maturités plutôt court et moyen terme. Okay. Il y a plus de place pour les baisses de taux sur cette maturité-là que sur les maturités 10 et 30 ans. Voilà. Ouais. François, alors bon, le Japon, mais l'Australie, ça m'intéresse parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais j'ai regardé rapidement cette semaine la tête du 10 ans australien, le marché obligataire australien, c'est un peu fait arracher quand même ces derniers mois là. Bien arraché. Bien arraché. Et alors. Qu'est-ce qui se passe en Australie ? Je trouve ça très compliqué d'avoir des convictions très fortes sur la courbe US pour l'année prochaine, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur assets, sur les banquiers régionaux, sur la relance budgétaire, sur les dividendes liés aux tarifs. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes qui font que je pense qu'il faudra ajuster les scénarios de toute façon potentiellement plusieurs fois dans l'année. Mais ce qui se passe en Australie peut être un des scénarios possibles, et c'est sans doute pas celui qui va faire le plus plaisir au marché. Si on part du postulat que l'Australie, une économie très ouverte, est peut-être un peu en avance par rapport à ce qui se passe avant, et c'est un peu le cas par exemple avec l'économie suédoise en Europe, souvent, qui est très ouverte et un peu précurseuse. L'Australie, finalement, c'est une banque centrale qui a baissé les taux, qui a commencé son cycle de baisse de taux. C'est la première qui va peut-être devoir les remonter. En tout cas, c'est ce que le marché anticipe. Ou à minima, les maintenir stables pendant un moment. Parce qu'on a une inflation qui remonte. Et finalement, quand on regarde les métriques, à la fois de l'inflation, mais aussi de l'inflation salariale, du taux de chômage, et qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on n'est pas très loin en termes de photos. On a un taux de chômage qui remonte en Australie, oui, comme aux États-Unis. On a une inflation salariale qui reste sticky. Comme aux États-Unis, on est toujours à 4 autour d'inflation salariale. Et on a une inflation qui est repartie à la hausse pour deux raisons. La première, c'est qu'on a les prix d'électricité qui ont fortement monté, mais bon, ça c'est lié à des aides qui ont été annulées, admettons. La deuxième, c'est parce que le marché de l'immobilier remonte. Et donc, comme il y a une espèce de truc qui est vu comme assez certain dans les marchés aujourd'hui, c'est que la composante OER de l'inflation américaine va continuer de diminuer. Donc, c'est les loyers implicites, exactement, la composante. Une grosse pondération encore CPI, donc ça va jouer à la désinflation chronique. Ce qui n'est pas certain, quand on regarde certains indicateurs du Fannie Mae ou de Freddie Mac, ça remonte et ça pourrait faire dire que ça peut remonter. Et ce qu'on voit en Australie, c'est que c'est en train de remonter. Et donc, ça engendre que l'inflation elle a repris 1% par rapport à ses points bas en Australie. Et ça engendre le fait que la RBA, même si le taux de chômage est en train d'augmenter, même si la croissance n'est pas dingue, la RBA, elle se retrouve un peu cornerisée. Et donc, je ne dis pas que c'est forcément un copier-coller ce qui va se passer dans d'autres économies développées. Je dis que c'est un scénario possible qu'il faut avoir en tête, et si c'est celui-là qui arrive, quand on regarde l'ajustement des courbes de taux australiennes qui ont eu lieu sur les 2-3 derniers mois, c'est 80-90 BP, c'est quand même pas d'autres. Alors évidemment, ça bouge beaucoup plus qu'une courbe US, c'est pas la même profondeur de marché, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais
s'il y a un scénario qui fait peur pour 2026, c'est effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est les taux US qui remontent à 4,50 plus, 4,70, 80. Je ne dis pas que c'est le scénario central, je dis que c'est un scénario possible. Et le marché immobilier américain, effectivement, du fait d'un déficit d'offres et de logements, c'est un marché qui peut effectivement être très sensible à une resolvabilisation des épargnants et des acheteurs. Très peu de construction, donc des loyers qui sont quand même assez élevés. Et encore une fois, on peut corréler ça avec plein de choses, mais il y a certains indicateurs qui montrent qu'il y a un risque à la hausse, pas forcément à très court terme, mais à horizon Q2, Q3 2026, où la composante ouverte pourrait remonter. J'emploie plein de conditionnels parce qu'il n'y a pas de formule magique là-dedans, mais c'est un scénario, je ne sais pas s'il est probable, mais il est possible. En tout cas, il est en train de prendre forme en Australie pour l'instant. Voilà, c'est ça. Mais qui n'est qu'une économie parmi d'autres. Mais bon, c'est beaucoup de regarder ce qui se passe ailleurs de temps en temps. Intéressant de dire un mot de l'Australie de temps en temps. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, nous, on est même un peu plus catégorique là-dessus. C'est-à-dire que ce scénario de remontée des taux, aujourd'hui, il peut se matérialiser. C'est un vrai risque pour les marchés. Et on peut argumenter que finalement, les taux, ils ne sont pas nécessairement au prix. Quand on voit ce qui se passe dans un format où il y a une forme de réaccélération des économies, on l'a dit, une inflation qui est soit résiliente, soit repart à la hausse de manière assez généralisée, puis globalement des banques centrales qui sont en train de pivoter d'un monde assez dovish à une forme de soit stabilité, soit remontée des taux, on s'interroge. Et globalement, à un moment où les déficits sont très élevés, le risque de voir ce qui s'est passé en Australie se passer ailleurs, et d'ailleurs on parle de l'Australie, mais on peut parler du Japon et d'ailleurs, c'est un vrai risque qui nous guette. Donc effectivement, on parlait du risque de duration, il est aujourd'hui pas très attractif. Je rejoins sur l'idée que ça reste difficile d'avoir des convictions très très fortes, mais si on devait parler de risque extrême, probablement que là on serait face à un. Ouais, bon. L'inflation, toujours l'idée qu'il y a une deuxième vague possible aussi après un choc inflationniste comme celui qu'on a traversé au cours des dernières années. Sur le Japon, qu'est-ce qu'on en dit ? Alors c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à l'été 2024 avec cette petite hausse de taux un peu mal communiquée au marché. Ueda avait passé des semaines et des mois à faire amende honorable en disant qu'on ne l'y reprendrait plus et qu'il avait bien compris le rôle du Japon dans la stabilité financière, etc. Est-ce qu'on est revenu à un point où, les mouvements de taux au Japon, la baisse du yen, redeviennent aussi des problèmes pour l'ensemble des marchés globaux aujourd'hui, Arnaud. On voit que les conséquences sur les autres marchés quand même sont faibles, y compris même sur la bourse japonaise. Sont faibles. Ouais, c'est ça. Très faibles. Pour l'instant, y compris la bourse japonaise. Il faut bien. C'est-à-dire, évidemment, les taux longs japonais ont monté, ça c'est clair. En revanche, même la bourse japonaise, je trouve qu'elle accepte bien, parce que c'est bien préparé peut-être. Parce que finalement, il n'y a plus de chute incontrôlée du yen. Parce que vous vous rappelez, quand l'épisode de 2024, ça bossait, c'était quand même un peu incontrôlé. On ne savait pas jusqu'où ça allait. D'ailleurs, il y avait intervention, etc. Eh bien, c'est quand même le yen. Oui. Non, je suis d'accord, à 155, bon. Mais ça paraît pas incontrôlé. Et l'autre chose, c'est qu'on a l'impression que autant ça aurait pu être l'équivalent d'une portification aussi forte dans d'autres pays aurait eu des conséquences sur les investisseurs de manière très forte. Parce que comme d'habitude, un portefeuille diversifié est obligé de vendre là où il gagne, parce que là, il perdrait beaucoup en mark-to-market sur les obligations japonaises. C'est pas le cas au Japon. On voit bien que l'effet mark-to-market des hausses de taux longs, qui ont été conséquentes, est beaucoup plus faible. D'où le fait que, effectivement, c'est détenu en grande partie par des investisseurs qui sont moins sensibles au mark-to-market sur le monde obligataire. Donc, ils ont pu acheter du 30 ans ce matin, alors. Ils ont pu acheter. En tout cas, ils n'ont pas étaient forcés de vendre des actifs risqués autres que les obligations japonaises sur lesquelles ils perdaient en mark-to-market parce qu'ils n'étaient pas forcément en mark-to-market. Parce que c'est ça le point. Parce que, encore une fois, on aurait eu la même chose dans n'importe quel autre pays. On aurait été, qu'est-ce qui se passe ? Le flight to quality marche plus. C'est l'inverse. Hop, on vend les actions parce qu'on perd tellement sur les obligations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller parce que la pente est quand même très très forte. Mais les conséquences, manifestement, sont beaucoup plus faibles, y compris parce que vous avez eu la bourse japonaise progresse, y compris récemment, alors que les taux longs étaient bien nerveux. Bien sûr. Exactement. Bon. Donc, une situation mieux maîtrisée que ça ne pouvait l'être, effectivement, au cœur de l'été 2024, François, le Japon ? Oui, moi je ne vois pas de drame sur le Japon. Alors, on a beaucoup de débats en interne sur la situation japonaise. Certains voient ça comme un drame, ce qui se passe là-bas, et que ça va nous exploser la figure. J'ai du mal à voir ça. Vous voyez ça comme une normalisation, en fait. Ils sont très en retard, ils ont de l'inflation, les taux réels affichés sont encore extrêmement bas par rapport aux autres économies.
bon, on a une normalisation des taux japonais. Effectivement, c'est très bien pris par la bourse parce que le yen est très baissier et que c'est quand même ça qui drive principalement toutes les sociétés exportatrices japonaises. Et évidemment, ça profite aux banques comme d'habitude. Donc, je ne suis pas très inquiet sur ce qui se passe au Japon. Il peut quand même y avoir une conséquence, c'est que les Japonais sont des acheteurs d'obligations étrangères structurelles. Et que plus les taux japonais montent, moins ils ont intérêt à acheter de la dette étrangère. Et donc, ceux qui dépendent des marchés de capitaux étrangers pour aller placer leur stock de dette pourraient, à un moment donné, voir une demande faiblir. Donc, ça peut être un peu embêtant, et en lien avec ce qu'on disait précédemment, sur certaines parties longues de courbe. Donc, c'est plus les conséquences, moi, qui peuvent m'embêter à un moment donné, plus que la situation japonaise elle-même, qui me semble pas être complètement déraisonnable ni incontrôlée aujourd'hui. Bon, à propos de dette, et ça nous permet de basculer sur le thème de l'IA. Quand on voit que les grands hyperscalers américains ont levé 120 milliards de dettes cette année, qui vont en lever peut-être autant l'année prochaine, ou au moins une bonne centaine de milliards encore, ça veut dire que ce sont des acteurs qui deviennent déterminants pour les marchés de crédit aujourd'hui. On n'avait pas l'habitude de voir ces acteurs lever autant de dettes pour financer évidemment des capex aujourd'hui. C'est un changement de la structure des marchés de crédit mondiaux, là ? Ouais, alors, quand on en parle des gérants de crédit, ils sont hyper contents. C'est-à-dire que ça fait des gros acteurs qui arrivent avec des très belles signatures. On n'a jamais pu les acheter. C'est super. Vraiment, c'est super. Donc, ils vont être obligés d'offrir un peu de dividendes en plus, quand même. C'est absorbé, mais comme ça, il n'y a aucun problème. On arrive avec des boucles de 25 milliards, c'est sursouscrit X fois. Je rappelle, certains États ne lèvent pas de cette manière-là des montants aussi importants. Les signatures sont magnifiques. Voilà. Quand on les compare à ce que ça représente en termes de capitalisation boursière, ce qu'ils émettent, c'est ridicule, en fait, en termes de montants. Donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Je ne suis pas sûr. Après, pour d'autres émetteurs, est-ce que ça peut être une mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas. S'il y a tout l'appétit se reporte sur de la dette IA bien notée des hyperscalers américains, est-ce que d'autres émetteurs pourraient rencontrer des difficultés pour placer eux-mêmes leurs papiers ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a un problème de demande sur le marché du crédit. Je n'ai pas ce sentiment-là. Toute la dette se place très facilement. Globalement, la santé financière des entreprises, elle reste bonne. La liquidité, elle reste bonne. Alors, en fin d'année, elle va diminuer, mais c'est classique, mais ce n'est pas le sujet. Donc, non, je ne vois pas ça comme un point embêtant. Après, on peut se dire, pour les sociétés d'IA qui maintenant ont besoin de lever de l'argent parce que leur cash flow ne suffisent plus, ou en tout cas ils ne veulent pas utiliser tous ces cash flows-là pour funder leurs investissements. On peut se poser des questions sur des niveaux de valorisation X ou Y de certaines boîtes, bien sûr, mais est-ce qu'elles vont être capables de rembourser leurs dettes ? Oui. Est-ce que c'est un problème pour le marché du crédit ? Non, à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un nouvel acteur. Mais ça rend le marché du crédit quand même sensible à cette thématique IA, de manière plus ou moins directe ou indirecte. Un peu plus, oui. Un peu plus, oui. Mais après, est-ce qu'on met un gros risque de crédit sur les émissions de ces boîtes-là ? Aujourd'hui, je suis pas sûr. À la limite d'Oracle près, peut-être, si on veut faire un cas spécifique là-dessus, mais sur les autres, il n'y a pas vraiment de risque de crédit. Ils vont rembourser, donc ce sera toujours très bien absorbé. Alors si les montants deviennent délirants et qu'à côté de ça, la liquidité du marché se tarit, alors on aura peut-être un sujet. Mais c'est pas du tout le cas de l'équilibre du marché actuel. C'est une dette qu'on connaît, qui est bien flaguée, qui est bien identifiée. C'est des émetteurs qui sont connus de la planète marché dans son ensemble. Il y avait quasiment jamais. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le privé autour de l'IA. C'est un autre sujet. Et là, c'est un autre sujet. Notre sujet, c'est les fameux cafards, ça. Oui. Mais dans quelle mesure tous ces mondes ne communiquent pas aussi ? Enfin, je veux dire, s'il y a des problèmes dans la dette privée autour de l'IA, est-ce que ça se retrouve pas à un moment aussi dans des marchés de crédit syndiqués ou publics plus traditionnels ? Ça peut être un sujet à un moment. Le problème de la dette privée, c'est qu'elle est très très opaque, c'est qu'on a du mal à avoir des données réelles, et c'est la problématique de tous les actifs privés post-2022, c'est que comme on n'a pas des valos officiels, comme on n'a pas un prix de marché, on ne sait pas à quelle vitesse ça s'ajuste, et en général, ça s'ajuste trop lentement. On l'a vu sur l'immobilier, on l'a vu sur private equity, on le voit sur la dette privée, c'est entre guillemets derrière un peu la même logique. Et donc, cet ajustement de prix, il faut qu'il ait lieu. Il y a certainement eu des abus, il y a certainement des choses qui ne sont pas au prix, on l'a vu, Tricolore et autres, il y a des cas qui sont pas jolis. Maintenant, est-ce que les montants sont suffisamment importants, les défauts sont suffisamment importants pour déstabiliser le marché globalement ? C'est très difficile de répondre à cette question. A priori, je répondrais non. Mais on a, encore une fois, je ne sais pas si vous avez peut-être des données plus fiables que ce qu'on a trouvé, mais
mais nous, on n'a pas de conviction très forte là-dessus, sur les montants en jeu, sur les taux de défaut qu'il faut prévoir dessus. C'est un vrai débat, on le voit dans les grandes maisons de gestion d'actifs privés. Il y a ceux qui disent attention, la private debt, c'est allé trop vite, trop fort, etc. Ça devient le secteur trop chaud et il faut s'en éloigner un petit peu. Et puis d'autres, je crois que c'est un plaidoyer du patron d'Apollo, si je dis pas de bêtises, qui dit non, c'est un bon marché, tout va bien encore dans ces marchés-là. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus chez Tikehau, bien sûr, Raphaël? Puis je veux bien revenir au sujet de l'IA aussi. On parlait du côté crédit, dette, obligataire. Mais sur la partie action, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des passages de relais qui sont en train de se mettre en place et que quand un Mac 7 comme Nvidia flanche un peu, je dis flanche, ça a perdu 10%, on voit tout de suite d'autres mastodontes qui prennent le relais. Ouais. Bon, effectivement, sur la thématique de dette privée, il y a eu un peu d'émotion récemment. Jamie Dimon, Cafard, Tricolor, First Brands. La réalité sur le terrain, nous, vous savez, on gère 25 milliards de dettes privées. On n'a pas vu aujourd'hui de raison de risque systémique se développer sur la dette privée. Oui, il y a des accidents. Oui, il y a des histoires très idiosyncratiques. Et on peut dire que First Brands et Tricolor étaient vraiment des histoires très idiosyncratiques, des histoires de fraude, sur du trade financing. Donc, pas quelque chose qu'on va nécessairement généraliser à l'ensemble du marché, dans le secteur des autos. Bon. Et globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment de risque systémique qui est en train de se répandre dans la classe d'actifs. En revanche, là où on voit peut-être un avant-goût de fin de cycle, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus, chez certaines petites entreprises, des difficultés. On voit un ralentissement du cycle. Pour des entreprises, encore une fois, sur des segments qui sont des petites et moyennes entreprises, qui sont mal positionnées, qui sont sur le mauvais secteur, qui sont très impactées par les tarifs ou qui sont impactées par les hausses de taux d'intérêt, on commence à voir des défaillance, de la nécessité de remettre au pot. Et ça, c'est généralisé à l'industrie. Donc ça, c'est un signe de fin de cycle. Puis l'autre signe de fin de cycle, qui est peut-être aussi la leçon à tirer du Tricolor, First Brand et des Cafard, c'est qu'il y a eu certains raccourcis par certains acteurs dans l'industrie, y compris certains acteurs non spécialisés, dans cette course à l'échalote où on doit investir, on doit déployer parce qu'il y a beaucoup d'inflow. Parfois, on n'a pas complètement fait les audits de crédit nécessaires avant d'investir. Et quand vous parlez à beaucoup d'acteurs autour de ces cas emblématiques, First Brand et Tricolor, les gens qui n'ont pas fait la due diligence minimale. Il y avait des red flags. C'est ce que j'ai compris. Donc c'est difficile. C'était assez facile à détecter. C'est trop simple de le dire après coup. Mais bon, on n'est pas nécessairement sur un risque systémique qui se développe, même si on sent qu'il y a une forme de maturité dans le cycle. Sur l'IA, effectivement, ça devient un nouveau facteur de risque sur la dette privée, sur la dette liquide, qui n'existait pas il y a quelques mois. Et d'ailleurs, on s'interrogera de voir que ce facteur de risque qui domine le marché action est en train de s'étendre dans d'autres classes d'actifs, privés, publics. Donc c'est quand même une tendance à signaler. Je rejoins François, on n'est pas encore sur des montants qui nécessiteraient qu'on soit complètement paniqué. On est face à des acteurs qui ont les moyens de leurs ambitions et pourront rembourser ça en un clic s'ils le souhaitent. Simplement, effectivement, on est au début d'une tendance. Et en 2026, on s'attend à une avalanche de nouvelles émissions autour de l'IA, des grands acteurs, mais peut-être aussi des autres. Et vous parliez d'Oracle, effectivement, Oracle va être un sujet à suivre. Déjà, les porteurs d'obligations d'Oracle ne sont pas très contents, et on les comprend. Et effectivement... Et ils sont cash négatifs, Oracle. Grande différence par rapport aux autres hyperscalers. Pour 5 ans. Oui. Pour 5 ans. Oui. Donc, c'est quand même un sacré saut dans la tenir qu'on est en train de faire. Là, on s'attend à ce que Oracle redevienne cash neutre en 2030. Donc, effectivement, là, on est sur une thématique de risque qui est nouvelle, qui est en train de se répandre rapidement. Pas d'inquiétude à l'instant T, mais une tendance à suivre. Bon, il nous reste un peu quelques minutes. Vos commentaires peut-être sur le sujet de l'IA, et puis ça nous permet aussi d'évoquer vos perspectives 2026 et la stratégie, en tout cas pour entamer l'année 2026. On verra s'il faut ajuster en cours d'année, Arnaud, mais comment on a envie de démarrer. Oui. L'IA domine outrageusement les marchés. Il faut bien avoir en tête que si on a raison sur l'IA, on aura raison sur le marché et inversement. Et alors, l'IA, il y avait 3 choses à regarder, il me semble. Effectivement, le crédit, la monétisation et l'énergie. Le crédit, je suis d'accord, il y a eu des inquiétudes, Oracle, encore que ça reste IG, investment grade. Il faut juste se rappeler que de tout ce qu'on parle, les gros là, c'est tous investment grade, bien notés. Bon. Donc, tant qu'on reste dans cette sphère-là, pas trop d'inquiétude. Et il y a certains gérants crédit qui sont aux anges, tant mieux. Donc en gros, c'est pas notre préoccupation. En revanche, parce que et encore une fois, c'est la partie action qui va dominer outrageusement. C'est
oui ou non, la monétisation et l'énergie. La monétisation, de quoi on parle? Il y a effectivement 800 millions d'utilisateurs ChatGPT. Le problème, il n'y a que 4% des gens qui payent aujourd'hui. Hein. Donc, il faut bien avoir en tête, c'est est-ce que cette partie des gens qui payent va monter ou pas? Parce que ChatGPT annonce 200 milliards de revenus 2030. Ils en sont à entre 15 et 20. Donc, la question, c'est comment on fait pour combler cet écart qui est quand même évidemment énorme. Ça passera évidemment plus par les entreprises que par les ménages. C'est-à-dire les ménages, oui, mais il ne faut pas rêver. Oui, alors, il y a des vraie question, hein. Est-ce que ChatGPT c'est un marché de consumer ou est-ce que ça peut devenir un marché B2B? Parce que seul, ça sera dur avec les ménages, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Alors, au passage, il y a des gens qui évoquent le fait que la publicité pourra combler le marché de la pub digitale. Il croit, mais il n'est pas à hauteur des sommes qu'on évoque. Il est en train de mettre en pause tous les projets type mettons de la pub sur ChatGPT. Là, il est obligé déjà de refaire un bon modèle et un modèle qui reprenne le leadership. Ça ne pourra pas combler ce qu'il faut là. C'est-à-dire, on ne parle pas des les montants. D'abord, ça sera en substitut du reste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des perdants. Hein. Et en plus, ça ne pourra pas combler. Donc la monétisation, c'est quelque chose à regarder parce que, alors c'est horizon 2030. À quel moment on s'apercevra qu'on n'est pas en trajectoire pour faire les fameux 200 milliards? Ouais. Évidemment, on n'attendra pas 2030, non. L'automne 2029 pour vérifier qu'on n'est pas. Voilà. Donc le marché, à quel moment s'apercevra que oui, on y est. Entre aujourd'hui et 2030, quoi. Donc c'est ça qu'il faut regarder, premier point. Mais là, on n'aura pas les infos tout de suite, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a juste un point, c'est que ChatGPT n'est plus seul. Vous avez eu Gemini et Anthropic. Donc Gemini progresse, prend des parts de marché, ne dépasse pas, hein, prend des parts de marché. Non, mais ça va vite. Anthropic, pour ceux qui ne connaissent que le nom Anthropic, c'est Claude. Hein, pour tous ceux qui utilisent la partie Claude pour les codeurs, c'est vraiment majeur. Donc on verra qui gagne. En tout cas, pour l'instant, il y a plus Mistral en France, évidemment, il ne faut pas l'oublier, mais en tout cas, les trois gros dans le monde. À surveiller qui va réussir à monétiser et à quel rythme. Mais il nous semble qu'on oublie, c'est qu'il probablement il y a une limite physique qui va arriver avant. Bien sûr. Qui va arriver avant. Pourquoi la limite physique? C'est d'abord, il faut construire les data centers. Donc d'abord, il faut évidemment l'endroit, la force humaine, évidemment aussi les tractopelles, etc. Et c'est pas si simple de créer en 3 secondes un data center. Donc premièrement ça. Mais encore plus important, c'est l'énergie qu'il faut mobiliser pour le data center. Et là, pour donner des ordres de grandeur, il se peut qu'on soit en manque d'énergie et du câble qui permet de fournir l'énergie, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le data center, il y a toute l'infrastructure autour, probablement avant 2030. Et là, c'est là où, en fait, on sait que les hyperscalers ont des sous. Et c'est même pas une question d'argent. C'est une question, si jamais il n'y a pas l'énergie, c'est pas... Voilà. Donc c'est ça qui nous inquiète dans l'ordre. Je comprends. Si on avait dit l'énergie... Cette limite physique soit atteinte beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. La monétisation et encore moins le crédit. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Juste pour donner un ordre de grandeur, il se peut qu'il y ait une centaine de gigawatts qui manquent. 100 gigawatts, il faut se rappeler qu'en France, une centrale nucléaire, c'est entre 1 et 2. Oui, c'est ça. Oui. L'EPR, c'est 1,5. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que créer en 5 ans 50 centrales nucléaires, même pour les Américains, ça risque d'être un peu compliqué. Non, il faudrait se mettre au rythme chinois de ce point de vue-là. Bon, une minute chacun, là, l'idée de la stratégie de début d'année. Donc on reste constructif sur les actifs risqués parce que l'IA va dominer encore. Ça ne sera pas linéaire. C'est juste, on l'a vu en novembre, ça ne sera pas linéaire. Mais on reste, parce qu'on n'est pas très inquiet par la Fed, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, on reste, en revanche, 2026, il y aura des à-coups, un peu forts, c'est vrai, mais il me semble qu'on n'aura pas, tant qu'on n'a pas la limite physique que j'évoquais, on peut rester constructif sur les marchés. Ça reste un buy the dip. On reste dans la logique de racheter quand même les marchés qui pourraient se présenter au cours des prochains mois. Bon, je vais le faire à 3 mois parce qu'un an, ça me paraît trop long. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est un vrai problème, l'énergie, pour les data centers. Ce qui veut dire que tout ce qui est cuivre, etc., ça va continuer de progresser. Ce qui veut dire probablement que la partie gaz US, on va en avoir besoin parce que tout le reste, ça va pas être prêt, que ce soit le solaire ou le nucléaire. Autre chose, c'est que il est probable qu'à un moment donné, on reprice autre chose que rien à la BCE. Pour le moment, le marché ne price rien, et ce qui me paraît très asymétrique, parce que le risque de baisse de taux me semble plus important que celui de hausse de taux. En tout cas, à horizon 2 ans. S'il doit y avoir un prochain mouvement, ce sera plutôt une baisse côté BCE. Je pense. Ça me paraît plus probable, en tout cas. Voilà. Et sinon... plutôt constructif à horizon visible, c'est-à-dire 3-6 mois, parce que OBBA, relance budgétaire, Fed prête à tout, bref. Pour le moment, c'est le plus probable. On reste dans un environnement constructif. Mais un petit mot de l'Europe aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé spécifiquement, mais on en parlait avant le début de l'émission. On a l'impression que le plan allemand, qui n'a même pas commencé encore, Raphaël, a déjà déçu presque d'une certaine manière. Oui, alors que c'est effectivement un gros facteur de marché pour l'année prochaine. On fonde beaucoup d'espoir. Vous comptez dessus? Oui. On continue
continue à Ça va avancer porter dessus. les actions européennes Évidemment, on voit que le schéma politique allemand a des ressemblances avec le nôtre, clairement. Je ne sais pas si on va s'en rassurer. Mais effectivement, la volonté politique semble exister pour déployer. On sait que les budgets sont mobilisables et qui sont massifs. Donc, effectivement, un potentiel de ruissellement sur l'ensemble de l'économie qui est important, qui doit pouvoir justifier d'ailleurs que la croissance réaccélère en Europe, que les earnings puissent en profiter aussi. Enfin, une année de croissance bénéficiaire réelle, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a la place pour que ce D'accord. ruissellement ait lieu, et en particulier pour l'investisseur, un potentiel de rotation aussi qui sera intéressant à suivre, qui a d'ailleurs commencé depuis quelques mois en C'est-à-dire Europe, rotation vers quoi? La autour qualité de des cycliques, Ah non, des cycliques. autour de la value, peut-être des small caps. C'est quelque chose D'accord. qu'on a vu se mettre Oui, en place depuis quand même. quelques mois. Ouais. Et effectivement, on est dans une année de cycle. C'est un petit peu ça, notre D'accord, pari. ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la tech, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des US, mais faire de l'Europe, qui est plus industrielle, plus cyclique, à un moment où les valos sont très décotés et où ce ruissellement pourrait permettre d'ouvrir un petit peu les vannes, c'est une bonne chose. Et puis plus globalement, considération un petit peu lointaine, faut jamais trop se mettre en face du stimulus fiscal, des plans de relance budgétaires. Comme les banques Historiquement, centrales, quoi. Comme les banques Ouais. centrales. Historiquement, se mettre dans le sens du D'accord. vent, dans le sens du courant, comme on a vu d'ailleurs sur la défense ces derniers mois. Demain, peut-être les infrastructures, la technologie ou Il autre. faut être pragmatique dans ces moments-là. On est souvent bien payé Ouais, pour ce j'entends. faire. Ouais, ouais. Et le marché a pas bien intégré encore tout ce que vous décrivez là de Il y a eu potentiel une pour forme de l'Europe. rotation, mais Ouais. effectivement, donc l'Europe a surperformé depuis 18 Ouais, mois. ouais. Elle part de très loin. Elle est aujourd'hui très décotée. Jamais elle n'a été aussi décotée. Donc, on peut imaginer que ce soit une continuation de cette tendance sur 2026. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Raphaël Thuin, Tikeo Capital, Arnaud Faller, CPR Asset Management, François Rimeux, Crédit Mutuel Asset Management.